Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Lifetile, le podcast qui vous parle Office, Cloud et Manette. Bienvenue à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui le jeudi 30 avril 2020 et c'est l'épisode 181 de Lifetile, un épisode encore un petit peu confiné. Alors, si vous êtes confiné, vous pouvez retrouver tous les épisodes sur la chaîne YouTube à l'adresse youtube.lifetile.fr. Pour ceux qui nous regardent, il y a l'adresse qui s'affiche en dessous. Vous pouvez retrouver tous les épisodes en audio en suivant le flux RSS à l'adresse podcast, sans S à la fin, .lifetile.fr. Donc là, vous retrouvez tous les épisodes depuis le premier, l'épisode pilote. Et enfin, vous pouvez bien sûr retrouver toutes les informations qui concernent le podcast sur le site internet www.lifetile.fr. Alors, ils sont encore deux fidèles autour de moi. J'ai le plaisir d'accueillir ce soir Cassim. Bonsoir Cassim. Bonsoir à tous, bonjour. Ça va? On a plein de choses à dire. Ça va. Ouais, il paraît qu'on va faire un gros épisode, plus de 2 heures d'enregistrement. Non, mais non. Non? Allez. Et à côté de toi, Cassim, il y a Florian. Salut Florian. Salut, ça va? Ça va, toujours. Allez, moi je vous propose, sans plus attendre, finalement, Cassim l'a dit, l'actualité est très chargée, donc commençons avec notre premier dossier, un dossier Surface. Alors, pour commencer, Cassim, il me semble qu'on avait entendu parler de la sortie d'appareils plus ou moins pliables, là, qui allait arriver d'ici la fin de l'année chez Surface. Surface Neo, Surface Duo, des petits appareils comme ça. Un sur Windows 10X, si je ne dis pas de bêtises, et l'autre sur Android. Et il semblerait qu'on ait quelques petits changements liés, bien sûr, à cette épidémie de coronavirus qu'on en a actuellement. Pour la partie Windows 10X, je crois qu'il va falloir attendre, on le met de côté. C'est ça, c'est pour la partie vraiment ordinateur, donc Windows 10X qui devrait être repoussé, donc le Surface du coup Neo ne devrait pas sortir en 2020. Bon, ça, Microsoft sera à Microsoft de l'officialiser ou non, mais c'est ce qu'on a entendu dire. Windows 10 serait réorienté vers les mono-écrans, du coup, mais donc ça pareil, il va falloir attendre pour voir ce que ça peut donner. En revanche, le Surface Duo, donc, qui est sous Android, le petit smartphone à 2 écrans, lui, il sortirait bien cette année. Et on devrait même en entendre parler normalement très bientôt. Après, ça c'était les plans avant le confinement. Et avant le confinement. Donc, du coup, un peu compliqué de savoir ce qu'il en est. Mais l'idée de Microsoft, c'était de le sortir plus tôt que prévu, ce Surface Duo, parce qu'il était un petit peu en retard techniquement en dehors de son design un peu novateur. À l'intérieur, on avait des processeurs un peu vieux, donc du coup, ils voulaient éviter d'être trop en retard par rapport à la concurrence, quitte à avoir une deuxième génération rapidement derrière, peut-être. D'accord. Merci beaucoup, Cassim. Donc là, nous, ce qu'on retient pour l'instant, c'est que seul ce Surface Duo va arriver. Par contre, ce qui va être intéressant, c'est pas ce qui se passe maintenant, c'est ce qu'il va se passer très bientôt. Il me semble que le 6 mai, mercredi prochain, Microsoft devrait faire une petite conférence sympathique avec des annonces au niveau hardware. Ouais, alors... Est-ce qu'il y a des choses intéressantes qui s'annoncent? Confinement oblige, et ça risque de pas être une conférence, ça risque peut-être d'être un communiqué de presse ou une annonce un peu papier, un peu simplette. Ah ouais. Mais même pas sur le web. Même pas Panos. Je pense que Panos veut pas montrer son intérieur. Alors pourtant, lui qui aime bien parler de ses filles à chacune de ses conférences, ça aurait été l'occasion de les faire intervenir en live. Je ne sais pas, mais peut-être. En tout cas, Microsoft devrait quand même annoncer des choses et ça c'est le plus important finalement, plutôt que le comment. Il devrait annoncer au moins 2 choses, ça c'est à peu près sûr. Un Surface Book 3, parce que quand même, mine de rien, le Surface Book 2, il se fait vieux. Ça fait au moins... Il avait eu le droit à un refresh l'année dernière, mais il a au moins 2 ou 3 ans, je crois, quand même, le Surface Book 2 maintenant. Donc il se fait assez vieux, il date de 2017, voilà. Donc quand même 3 ans. Oui, il va falloir le changer. Il va falloir le changer. Donc là, ce serait pourtant pas... un élément, ce serait pas tant un gros changement majeur de design, mais ils auraient quelques facilités de nouveaux processeurs, un peu plus de stockage, etc. Une puce graphique revue et mise à jour.
avec un élément plus centré encore vers les professionnels, encore plus poussé vers les professionnels. La puce graphique, par exemple, deviendrait une puce Nvidia Quadro. C'est la gamme vraiment professionnelle de Nvidia qui s'adresse à ceux qui font de la 3D, mais des images de synthèse ou de la retouche d'images avancée, etc. Donc il s'éloigne. Ceux qui jouent à Babylon.js par exemple. Ceux qui jouent à Babylon.js, exactement. Ceux qui manient 3ds Max et tout ça. Du coup, il s'éloignerait un petit peu de la cible gamer, en tout cas, où on ne sait pas trop dans quelle mesure ce PC serait capable de faire tourner des jeux ou non. Mais par contre, ce qui est là d'où il s'éloignerait pas, c'est sur le tarif qui commencerait toujours. Tu m'étonnes. qui commencerait toujours à 1700 $ et qui pourrait monter jusqu'à 3400 $. C'est rien, broutille ça. Pour la version. C'est ça, une petite broutille. Ce serait la version 15 pouces, Core i7, 32 Go et de RAM et 2 Teraoctets de SSD. D'accord. Ouais, bon, ça fait quand même une grosse machine, mais 3400 $, ça fait quand même. Ça fait une grosse dépense. Et puis avec la conversion en euros, ça fera 4000 €. Oui, en plus. Donc, tu verras, ouais, tu verras. Tant qu'à faire, hein. Alors, heureusement, pour le commun des mortels comme nous, il y a un autre produit qui arrive aussi. Dis-moi, une nouvelle Surface Pro. Non, encore plus commun. Mince, encore plus commun. Je sais pas moi, un Zune pour écouter sa musique. Alors j'arrête tout de suite le teasing, c'est la Surface Go 2. Donc on se souvient de la Surface Go 1 qui était arrivée, qui avait remplacé la Surface 3, faut suivre, qui elle-même n'avait pas eu de Surface 4. Bon bref, on va pas revenir dans les détails, mais c'est le produit entre guillemets entrée de gamme de Surface à plus de 500-600 € par là. Non, alors non. T'as la petite version 64 Go de stockage à 380 à peu près, si je dis pas de bêtises, et la version 128 Go est à un tout petit peu plus de 500 €, 519 si je dis pas de bêtises, mais bien sûr sans cover. C'est ça, il faut rajouter les 150 € de clavier qui vont bien. Non, t'as la cover noire à 99 €. Ok, je m'excuse. Décidément, tu vois, je troll trop. Non, mais pour en avoir une à la maison. Toujours est-il qu'en tout cas... Florian. Pardon. Oui, Florian voulait prendre la parole. Non, je disais juste, c'est le stylet, je crois qu'il est pas inclus non plus. Non plus, je te confirme. Mais par contre, juste une petite question, j'avais pas suivi du tout ce... Enfin, je connais les Surface Go, mais je veux dire, au niveau des ventes, ça a fonctionné ça? Je pense que ça a bien fonctionné parce que ça reste... Déjà, c'était un beau produit. Et ensuite, les surfaces d'une manière générale marchent bien en termes de vente. Je pense qu'il y a tout un public qui n'a pas les moyens de se payer une Surface Pro et qui du coup prenait la version un peu plus accessible. Je crois qu'en plus elle a bénéficié de pas mal de promotions, genre sur à la Fnac, etc. quoi. Donc, mais même sur le site de Microsoft, déjà il y avait quand même des offres promotionnelles assez régulièrement, tu avais 20% dessus. Tout à fait. Cassim, tu nous as dit une Surface Book 3, une Surface Go 2. Je suis sûr qu'on en a encore à se mettre dans les oreilles. Oh là, attends, quelle transition incroyable. Je pense qu'on pourrait se mettre... on va se mettre une surface dans l'oreille. Non, on va se mettre des Surface AirBuds, les écouteurs que Microsoft avait déjà dévoilés en octobre dernier. Oui. On les attendait toujours. Enfin, la sortie n'était pas encore prévue. Là, a priori, la sortie elle serait au moment de l'événement. Et on aurait le droit à un prix inférieur aux AirPods Pro d'Apple. Donc, c'est vraiment le concurrent direct. Alors, ça coûte combien ces petites bêtes chez Apple, s'il te plaît? Ça coûte 280 € chez Apple. Pour la version, là, on parle de la version Pro avec réduction de bruit, qui est la version haut de gamme, etc. La version normale que les gens achètent, elle est à 150 €. Pour des petits écouteurs intra tout bêtes. Pour des petits écouteurs intra tout bêtes qui intègrent quand même des batteries, la synchronisation entre les deux oreilles et tout. Il y a un petit peu de technologie quand même, un peu plus que dans des intra classiques, mais je t'accorde que c'est un peu cher quand même. D'accord. Après c'est Apple, c'est Surface quoi. Là ce serait, c'est ça. Il serait à 199 € les Surface AirBuds. Donc ce serait pile dans l'intermédiaire entre les deux écouteurs d'Apple. Et après ils font les mêmes promesses un peu que tout le monde, avec pas mal d'autonomie que tu recharges par le boîtier. C'est vraiment la même solution après que maintenant pas mal de fabricants commencent à proposer. Donc ça, on attendra les tests pour savoir ce que ça vaut, parce que le problème c'est que ils promettent tous la même chose. Pour le moment, c'est surtout Apple qui arrive à proposer une bonne expérience, parce que par exemple, il faut que les écouteurs se synchronisent correctement
pour pas que tu aies un son, tu aies quelques notes d'avance par exemple dans l'oreille droite par rapport à l'oreille gauche, tu vois. Oui, je vois bien. C'est assez simple comme concept, mais pourtant il y a des écouteurs, surtout bas de gamme, qui n'arrivaient pas forcément à faire ça. Et donc on verra Microsoft s'ils y arrivent bien, s'ils arrivent à faire de la réduction de bruit par exemple, ou des choses comme ça. On verra ce qu'ils proposent. Ça, il faudra attendre les tests. Mais c'est vraiment 3 gros produits. Ah, qu'est-ce que tu nous montres, dis-moi? Alors moi, pour ceux qui arrivent à voir ma vidéo, je montre ma paire de Xiaomi, c'est des buds de chez Xiaomi, qui marchent bien, qui valent 20 balles. Okay. Voilà, alors il n'y a pas de réduction de bruit. Le son n'est pas du son hi-fi, mais bon, à 20 balles, tu peux pas espérer avoir un son hi-fi. Je suis pas sûr que ceux d'Apple soient beaucoup mieux pour le tarif. J'aimerais bien essayer pour me rendre compte. Et alors, il y a quelquefois quelques petits décalages où j'ai une oreille qui, hop, s'arrête pour se resynchroniser avec le reste. Mais bon, je veux dire, pour 20 balles, je vais pas me plaindre. Voilà, c'est pour ça, quand tu dis des écouteurs comme ça à plus de 200 €, ça me pique un petit peu. Ah ouais, moi, de toute façon, je suis team casque. Je préfère les casques Voilà. On le voit ce soir. On le voit ce soir. On voit que ça, même. À ce propos, franchement, je trouve, moi, ça fait 2-3 semaines maintenant que j'ai les surfaces, comment elle s'appelle ça déjà? Headphones. Et je trouve vraiment ça vraiment super classe. Hein. Le truc pour régler le son sur l'oreille, c'est royal. Ça, c'est un truc que j'aimerais bien voir. Les molettes, ouais. Ouais, c'est une bonne idée, je trouve. Ouais, au début, je me plante, tu te plantes, tu sais pas en quel sens ça marche, mais au bout de quelques jours, tu t'habitues, et après, franchement, j'ai l'impression que tu peux plus faire ça, en fait, t'as trop l'habitude. En tout cas, voilà, ça, c'est vraiment les grosses annonces qu'on devrait retrouver le 6 mai du côté de Surface, quoi. Après, on va espérer, y aura-t-il un One More Thing ou pas? On aurait pu imaginer, par exemple, le fait d'annoncer que le Surface Duo arriverait plus tôt que prévu. On verra. Peut-être un successeur des Airphones, ce serait bien aussi. On sait pas. Pas mal de choses. Mais il y a pas mal de choses en préparation chez Microsoft en ce moment et pas que chez Surface, quoi. D'accord, ça marche. Merci beaucoup Cassim et merci Florian. Allez, je vous propose de fermer ce premier dossier Surface et de passer à la suite. Alors, pour ce deuxième dossier, on va parler Microsoft et on va parler Windows. Alors, on avait l'habitude d'utiliser un outil qui s'appelait Office 365. J'ai encore du mal à changer mes habitudes. On vous en avait parlé, je crois, le 2 avril à notre dernier épisode. On vous avait parlé de la prochaine sortie de Microsoft 365. Eh bien, Florian, Cassim, c'est maintenant chose faite. Microsoft 365 est sorti depuis le 21 avril. Je me demande même si c'est pas arrivé la veille, le 20. Alors, moi, pour l'avoir eu le jour J, j'ai pas remarqué beaucoup de choses, à part le branding qui a changé, le nom qui a changé. Cassim, je crois pas que toi non plus, pour l'instant, tu aies remarqué beaucoup de changements. Non, vraiment, je crois que j'ai juste vu que l'extension que moi j'utilise, que je commence à utiliser, qui permet de faire un correcteur orthographique dans Edge, c'est le Microsoft Editor, m'a proposé m'a indiqué que c'était la version normale, et quand je me suis enregistré avec mon compte Microsoft, qui est donc un compte Microsoft 365, il est passé en version premium, et il m'a indiqué qu'il avait maintenant plus de fonctionnalités, de suggestions, de style, etc. D'accord. Mais ça s'arrête là. D'accord. Alors, par contre, notre camarade Florian a vu des petits changements quand même à côté. Oui, moi je disais que j'avais vu quelques petites nouveautés parce que je suis en train de préparer le prochain M-Story qui arrive bientôt. Et donc je faisais le PowerPoint. Et donc sur PowerPoint, depuis un petit moment, depuis quelques années, il nous propose des petites suggestions lorsqu'on fait une slide. Et il y avait des choses seulement assez basiques, c'était toujours les 5 ou 6 mêmes formes qui étaient proposées. Et maintenant, j'ai vraiment... pour chaque slide que je fais, j'ai une dizaine de propositions complètement différentes avec beaucoup de couleurs, beaucoup de choix. Donc je pense que ça vient des bibliothèques qu'ils ont ajoutées pour les clients 365 qui vont maintenant donc être proposés automatiquement, et qui ne seraient pas proposés, je pense, si on était sur Office normal. Enfin, je pense que c'est ça, je suis pas sûr, mais à mon avis c'est ça. Ça doit être la seule différence que j'ai vue, j'ai pas vu grand chose à part ça pour l'instant. D'accord. Mais bon, comme ils avaient dit, il faudra des mois pour que tout arrive, hein, question de nouveauté pour l'instant, c'est vraiment surtout le branding. Oui, et tout n'arrivera pas tout de suite en Europe, ça va commencer par les États-Unis, et puis certaines fonctionnalités vont arriver jusque chez nous au fur et à mesure.
Bon, je crois que pour cette partie sur Microsoft 365, on a fait le tour. Je vous propose de passer une partie plus Windows cette fois-ci. Vous aviez peut-être l'habitude d'utiliser Cortana qui perd encore des fonctionnalités avec le passage du temps. C'est la vieillesse chez Cortana, c'est drastique chez elle. Mais actuellement, Microsoft a intégré à la barre de recherche, parce que quand vous cliquez sur la partie taper pour rechercher, vous avez maintenant, si vous êtes intéressé par ça, par l'actualité, vous avez la possibilité d'avoir les dernières infos sur le coronavirus. Donc avec une belle carte interactive et les dernières actualités tirées de de MSN Actualité, pardon. Voilà, bon, c'est une petite information en passant. Je sais pas si vous, Florian et Cassim, vous l'utilisez ou pas. Cassim, peut-être. Le module en lui-même, non. Je recommanderais quand même la carte interactive est quand même très bien faite, donc c'est la chose que je recommanderais le plus. Là, par contre, MSN Actualité, je recommanderais peut-être un peu moins. mais bon. Mais la carte est vraiment bien faite. D'accord. Je trouve ça étonnant Merci Cassim. Florian, toi? Je trouve ça étonnant pour la carte, par contre, que la France, elle n'a pas de détails. La plupart des pays ont des détails vraiment au niveau des régions, même Région des par villes, région, parfois. oui. Et la France, il n'y a qu'une seule donnée, France entière. Je pense que les infos, c'est les infos remontées par le gouvernement au niveau national et qu'ils ont pas de, ils doivent pas avoir de détails, hein, j'imagine. Ouais, mais ça étonne, surtout quand tu vois l'Angleterre juste à côté, où vraiment tu peux zoomer jusqu'à chaque ville, t'as l'impression, ça fait un peu bizarre. Bon. Ok. Bon, allez, on va pas s'attarder là-dessus quand même. On va parler de choses un petit peu plus intéressantes. On va parler de navigateur. Alors, Edge, vous le savez, le New Edge a remplacé le Edge basé sur Chakra. Je dis pas de bêtises, Florian? Le Edge basé sur Edge HTML, sur le successeur Oui, de Trident. le vieux Edge. Donc tu confonds Sur avec Trident, Chakra, pardon, c'était merci. C'était pas le moteur JavaScript, tu dois confondre avec ça. non Si, pardon, je fais une erreur. C'était un tout. C'est pas grave. C'était un tout, allez. Sur Trident. Allez, donc notre Trident est planté depuis longtemps. On est sur la base de Chromium cette fois-ci. Et notre Edge, New Edge, a plein de fonctionnalités exclusives. Parce que vous savez que vous avez Chromium, qui est la base commune au navigateur basé sur Chromium, mais ensuite chaque fabricant peut rajouter les fonctionnalités qu'il désire là-dessus. Et Cassim a repéré quelques fonctionnalités sympas sur Edgeium, donc est-ce que tu pourrais nous en toucher quelques mots, s'il te plaît? Oui, bah, la plus grande des nouveautés, enfin celle qui est vraiment visible aux utilisateurs en premier, c'est la fonction collection. Alors que je pensais venir de l'ancien Edge, justement, mais que Non, elle n'y nenni, était pas. je me suis trompé. On oui. me l'a fait gentiment corriger. Mais en fait, oui, donc ça vient pas de l'ancien Edge, et c'est une totale nouveauté. Ça permet, mais il l'avait déjà présenté en fait en octobre, si je me souviens bien, ou en tout cas auparavant. Ça permet en fait quand on a un projet ou quelque chose, de réunir des onglets et de les sauvegarder, un petit peu à la manière des favoris, mais vraiment autour d'un projet, de les réunir dans une sorte de collection justement. Tout à Et fait. en fait, ouais. Moi, je l'utilise là. Et par exemple, l'exemple typique que Microsoft va donner, c'est vous cherchez un appareil, par exemple vous cherchez un smartphone, vous avez repéré quelques modèles, vous allez donc enregistrer plusieurs tests de certains sites en collection, et puis après vous allez aussi ouvrir plusieurs pages, par exemple sur Amazon, rue du Commerce et Cdiscount, voilà, j'en ai cité 3, et mettre donc quelques articles comme ça et les sauvegarder. Et ensuite, après, le moteur de collection va vous permettre de gérer, en fait, de les exporter vers un Excel qui sera plus facilement gérable. En fait, vous allez pouvoir comparer les prix d'un coup d'œil. Vous allez vraiment pouvoir exploiter les données d'une autre façon. Mais voilà, on sent. Moi, je trouve qu'il y a deux choses que je retiendrai là-dedans. C'est déjà donc c'est bien une fonction exclusive à Edge, effectivement. C'est quelque chose de plutôt pratique pour vraiment, oui, pour travailler autour d'un projet. Et la deuxième, c'est cette intégration, donc on voit avec Excel, et avec d'autres logiciels, de l'écosystème Microsoft qui commence à prendre de plus en plus forme et à être de plus en plus cohérent. Donc ça, c'est vraiment les deux choses autour de collection qui me semblent intéressantes. Puis après, il y a d'autres petites nouveautés, la gestion des fichiers PDF qui a été améliorée, la fonction navigation privée, si vous l'utilisez, qui est un peu mieux mis en avant maintenant. Parce qu'en fait, si vous êtes utilisateur du thème sombre, c'était peut-être un petit peu difficile de décerner les navigations privées du thème sombre. Il y avait juste la petite icône en haut là, qui s'affichait en plus. Maintenant, c'est un peu plus mis en avant, c'est entouré de bleu et tout ça, c'est un peu plus visible. Et puis, il y a la compatibilité avec Dolby Vision, qui permet notamment sur Netflix d'afficher du contenu en Dolby Vision.
Voilà, c'était vraiment... D'accord. Mais on sent que, voilà, et ça, pareil, Dolby Vision, c'est une exclusivité de Edge. Donc, Eh oui, on en avait déjà parlé. un dernier élément que je trouvais intéressant toujours dans cette idée d'écosystème qui s'améliore, c'est les cartes bancaires. C'est un petit exemple, mais je voulais le donner. Les cartes de paiement que vous avez associées avec votre compte Microsoft, par exemple, que vous utilisez sur votre Xbox pour payer des applications ou des jeux, bah maintenant elles vont être proposées elles vont être synchronisées en fait automatiquement dans Edge. Et donc par exemple si vous êtes sur Amazon ou un autre site, vous allez pouvoir compléter automatiquement les champs de votre carte bancaire en fait, payé par ce qui a été associé avec votre compte Microsoft. En fait, il va être capable de faire le lien entre les deux. Et ils ont intérêt à pas déconner au niveau de la sécurité du transfert d'informations, là, parce que... Oui. Fichtre, ça va être raide. En effet. Il y en a qui ont eu des problèmes récemment avec ça, mais voilà. Bref. C'était pas Nintendo ? Un peu, oui, Non. voilà. Non, on s'en est rendu compte. Ils ont dit 3 semaines après avoir eu un petit problème que ah oui, en fait, on a eu un problème. On s'en est rendu compte il y a 3 semaines, mais on n'a pas trop dit. Bon, voilà. Ben non, quand même. Voilà. Allez, on continue rapidement juste pour indiquer qu'au dernier test de compatibilité, Edge avait 100% de compatibilité avec les normes du HTML5. Donc c'est le navigateur le plus compatible. Avec Cassim, tu veux... les options d'accessibilité d'HTML5. C'est tout ce qui est... options... Tout ce qui est pour les personnes en situation de handicap. Narrateur, la loupe, le lecteur, le narrateur donc. Ok. Voilà. Bon, bref, ça marche bien. Vous le saviez déjà sûrement si vous l'avez essayé. Et puis, on va terminer ce deuxième dossier Microsoft avec la nouvelle version de Windows 10. Alors, elle arrive quand, Cassim? Parce qu'on en parle. Il y en a qui l'ont testé en build pendant des mois, qui ont oublié ce qu'il y avait dedans, et qui pensent que c'est quelque chose d'ancien. Elle arrive quand, cette nouvelle build, on le sait, ou on va la voir ou pas, là? Parce qu'on va dire ce qu'il y a dedans, mais... Alors, elle s'appelait 20H1 pour début 2020. Donc, ça y est, on est début 2020. Puis ensuite, elle s'est appelée 2004 pour 04 avril 2020. Donc, on se disait, bah, là, ça approche. Bon, là, on arrive à la fin du mois d'avril, donc c'est un peu tard. Et puis là, maintenant, elle s'appelle mise à jour de mai 2020. Donc, bon, on se dit que ça arrivera en mai. Mais, épidémie oblige, on n'a pas de date pour l'instant précise de sortie. Apparemment, ce serait quand même au début du mois. Et je pense que du coup, l'événement Surface sera peut-être l'occasion, surtout que Panos Panay, maintenant, c'est le papa de Windows, désormais. Il chaperonne tout ça. Donc, du coup, ce sera peut-être l'occasion, dans la communiqué de presse où ils révéleront les nouvelles Surface, de dire, bon, bah voilà, en plus, on a la mise à jour de mai qui arrive, telle date. Mais voilà, ça arrive. Sachez notamment que les versions Insider, maintenant, dans la boucle lente, si je ne me trompe pas, et surtout dans la boucle Release Preview, sont... sur cette version-là maintenant, et c'est la version stable, ça y est, il n'y a plus... Oh, mais tu viens de me faire penser à une chose, j'ai formaté mon ordi, je me suis pas remis en release preview. Bah voilà, et tu aurais téléchargé, si tu actives la release preview, tu téléchargeras cette nouvelle version de Windows 10, riche je ferai ça cette nuit. Nouveautés. D'accord, mais justement, Cassim, tu dis qu'elle est riche en nouveautés, mais qu'est-ce que je vais découvrir demain en me levant quand Windows aura installé cette nouvelle mise à jour? Alors, j'ai passé en revue toutes les nouveautés que Microsoft listait pour cette mise à jour. Et j'en ai retenu vraiment les plus importantes, mais il semblerait qu'il y ait peut-être quand même des mises à jour là-dedans qui aient été mis à disposition des anciennes versions de Windows 10. C'est un peu flou maintenant, c'est un peu moins segmenté qu'auparavant les mises à jour de Windows 10. Des fois, il y a des applications qui gagnent des fonctionnalités, par exemple, avant que la mise à jour sorte. Donc bon, c'est voilà. Mais globalement, à partir de avril, votre version de Windows 10 devrait avoir, entre autres, la possibilité de renommer des bureaux virtuels. Incroyable. Ouais, c'est pas mal. Un moteur de recherche plus sophistiqué et surtout plus performant avec des nouveaux moteurs d'accession et tout. Il paraît. Alors là, j'ai quelqu'un qui s'inscrit en fou à côté de toi, qui fait de grands signes de mise à mort. Alors, qu'est-ce que tu veux nous en dire de cette Il a voulu nouveauté. garder l'anonymat pour... Oui, voilà, c'était pour ça. Pardon. Non, mais moi, remets ta main devant la caméra pour voir. Ce nouveau moteur de recherche, je le déteste à un plus haut point, moi. Parce que on sent qu'il y a deux moteurs de recherche qui sont intégrés en un. Il y a encore l'ancien qui est là, et il y a le nouveau, selon si tu appuies sur Entrée ou pas. Et quand t'appuies sur... Avant, tant que tu n'appuyais pas sur Entrée, si tu ajoutais une lettre, il raffinait ta recherche avec la lettre suivante. Maintenant, à chaque fois que tu ajoutes une lettre, tu appuies sur Entrée, il relance la recherche à zéro, avec toute la recherche qui se refait. Je trouve ça, mais horrible au plus haut point. C'est mon plus grand regret. Et en plus, c'est plus intégré seulement à l'explorateur. C'est une UWP qui est collée dans l'explorateur. Alors si tu changes l'écran, la moitié du temps, l'explorateur il se rescale et la barre de recherche elle scale pas. Alors tu te trouves avec soit une toute petite barre de recherche
ou soit une énorme barre de recherche qui sort de l'explorateur. Ça, c'est du magnifique Microsoft, je trouve. En tout cas, alors moi, de mon expérience, du coup, c'est que ça permet d'avoir... en fait, tu tapes des lettres et il va te suggérer vraiment, tel un navigateur, par exemple, Internet, il va te suggérer... déjà, il va te suggérer des mots basés sur ton historique, etc. Puis surtout, il va te suggérer les fichiers qu'il trouve en temps réel. Par exemple, si je tape, j'ai ma vidéo qui s'appelle ma vidéo lifestyle, j'ai commencé à taper il va me proposer ma vidéo lifestyle.mp4 et je peux cliquer dessus et ça la lance tout de suite. J'ai pas besoin de faire entrer, normalement, en principe. Ou de lancer la recherche. En fait, j'ai pas besoin de vraiment lancer la recherche, juste de commencer à taper ma requête et je peux déjà trouver des résultats. Ça, c'est en tout cas la théorie. Après, bon, il y a d'autres nouveautés. Il y a un nouveau set de Kaomoji, des nouveautés dans le gestionnaire de tâches. Que moi, par exemple, dans les trucs de nerd, que moi j'aime bien, le fait que maintenant il fait la différence entre les disques durs et les SSD dans le gestionnaire de tâches quand vous regardez les performances, où il va vous indiquer aussi la température de la carte graphique, ce qui peut être intéressant pour quand vous avez des D'accord, problèmes. ça il le met nativement. Ouais, il le met nativement à partir de cette mise à jour. Il y a des meilleurs réglages pour les notifications, des choses comme ça. Moi, il y a quand même 2 nouveautés que je retiendrai qui sont quand même, j'ai envie de dire, vraiment utiles. C'est un peu plus de l'ordre de la nouvelle fonctionnalité, c'est Cloud Recovery, donc on en avait déjà on avait déjà parlé dans l'émission, qui permet de vraiment réinstaller Windows 10 directement depuis les paramètres. Il va vous proposer en fait de télécharger l'image, la dernière image en production de Windows 10, qui permet en fait d'avoir vraiment un Windows 10 propre. Sans se baser sur la recovery, sans avoir besoin d'espace disque, etc. Donc il va vraiment juste télécharger la version de Windows 10, la réinstaller. En tout cas, il n'y a plus besoin de garder la recovery en permanence sur votre SSD ou sur votre disque dur. Donc c'est la nouvelle solution en tout cas qu'a trouvé Microsoft pour permettre de réinstaller facilement Windows 10. L'autre chose, c'est la possibilité d'activer le mode sans mot de passe, que moi je vous conseille d'activer, qui est un paramètre... Le mot de passe, tu veux dire? La connexion sans mot de passe. C'est la possibilité en fait de complètement être dépendant de Windows Hello. Et donc si vous avez un ordinateur qui gère la biométrie, c'est parfait. Si vous avez un ordinateur qui ne gère pas la lecteur d'empreintes et compagnie, il y a quand même le code PIN que Microsoft indique comme étant plus sécurisé que le mot de passe de votre compte Microsoft. Même si c'est un code PIN à 4 chiffres et tout ça, en fait, comme il est propre à la machine et que il est chiffré, la façon dont il se sert du mot de passe pour gérer l'identification de ta session fait que d'après Microsoft, il est plus sécurisé que d'utiliser le mot de passe de ton compte Microsoft. Ouais. Toujours est-il que donc en gros l'idée c'est que ça va supprimer complètement la connexion avec votre compte REST, mais la connexion avec le mot de passe complet de votre compte Microsoft va complètement sauter. Vous aurez que le code PIN ou la biométrie. Oui. C'est une fonction que Microsoft recommande, qui sera proposée à tous les nouveaux utilisateurs de Windows 10. Mais du coup, pour les anciens, il y a cette possibilité de l'activer manuellement dans les paramètres désormais, dans les paramètres de Windows. D'accord. Ok. Ça, bon, sinon, moi, je rappelais juste qu'il y avait... Quand je compare à mon compte Google, le compte Google, je suis encore obligé de taper le mot de passe très régulièrement. Et le compte Microsoft, de nos jours, je tape quasiment plus jamais mon mot de passe. Hein. Ça va... Ils ont beaucoup d'avance là-dessus. Ça va directement utiliser Windows Hello. Le navigateur, par exemple, va appeler Windows Hello et l'utiliser pour se connecter. Et au pire, c'est Authentificator qui te met les 3 chiffres là, à écrire, à choisir le bon. Et ça, oui, ça prend le nombre à choisir, ouais. C'est quand même beaucoup plus pratique que le mot de passe qui est encore sur le compte Google. De ce côté-là, je suis totalement d'accord. Un grand point en avant. Je suis totalement d'accord. Et pareil pour Apple, en fait, au passage. Apple supporte Touch ID, mais sinon, il y a beaucoup de fois où tu es obligé de retaper ton mot de passe Apple. Là, Microsoft, ils ont vraiment un tracé d'avance. Enfin, ils ont vraiment de l'avance sur les concurrents sur ce point-là. Ouais, c'est vrai que l'authenticator de chez Microsoft est quand même de plus en plus utilisé actuellement et c'est super pratique, je trouve. Par contre, après le jour où tu réinitialises ton téléphone et que t'as pas coupé la connexion, c'est quand même un peu embêtant au début. Voilà. Bon, Cassim, t'as fait le tour des fonctionnalités intéressantes à garder de ce nouveau Windows 10 ? Oui, je mentionnerai rapidement quand même juste qu'il y a DirectX 12 Ultimate qui arrive à peu près en même temps, ou qui va commencer à faire son arrivée, qui est la version de DirectX qui intègre des nouveautés qui seront réservées à la Xbox, qui seront plus réservées à la Xbox, mais qui seront intégrées avec la Xbox Series X.
Ok. Bon, mais Cassim, c'est parfait. Tu nous parles de Xbox Series X. C'est peut-être le moment de fermer notre dossier Juste Microsoft. un dernier petit truc. Vous n'avez pas parlé du gros. Non, c'est trop tard, monsieur. On a fermé. C'est trop tard, monsieur. On a fermé. Je me mets en live et je dis ce que je veux dire. Méchant. Bon, allez, vas-y. Vous n'avez pas parlé du tout d'un gros truc quand même dans la nouvelle version Windows 10. Il y a le WSL2 avec le vrai noyau Linux. C'est le premier Windows qui intègre un noyau Linux complet. Voilà, donc on peut parler à l'Xbox maintenant. Vous êtes chiant. Il y a ça, plus le Windows Terminal qui arrive en version finale. Quand même, au niveau développement, Windows 10 devient vraiment un concurrent sérieux Je me suis concentré sur les fonctions vraiment grand public, mais tu as raison que c'est des nouveautés assez importantes, notamment WSL2, c'est une vraie nouveauté. Oui, si t'ajoutes ça, je disais, au terminal, franchement, honnêtement, ils essayent... si vous voulez, vous écouterez, il y a une vidéo du mec du terminal qui explique ça avec les gens d'Ubuntu, ce qu'ils essayent de faire. Ils essayent vraiment de faire de Windows 10 la meilleure plateforme pour développer sur n'importe quoi. Ça, c'est Ça, c'est pas mal. Après, il y a d'autres petites choses, si on veut en rajouter. Il y a des fonctionnalités qui vont apparaître dans les Power Toys, on a parlé des Power Toys, et qui seront ensuite rebalancées sur le système. Ouais. Et donc ça va permettre de faire du lien aussi pour tester de nouvelles fonctionnalités, pour interagir avec Windows. Ce qui est quand même pas mal pratique. Là, je vois, je les ai pas remis, les Power Toys, et il y a quelques petits trucs qui me manquent là. Voilà. Allez, donc on laisse Windows de côté et on passe à la série X. Bon, Cassim, je crois que la série X est la nouvelle console de Microsoft qui a été annoncée pour la fin de l'année. J'ai pas entendu parler de retard à la production là pour l'instant, donc normalement on devrait l'avoir sous le sapin, c'est ça? Tout à fait, même j'ai ouï dire qu'elle aurait à l'origine été prévue pour sortir bien avant le sapin. Mais bon, ça c'était avant l'épidémie, donc ça je sais pas si ça a peut-être changé, mais il y avait... Dès la rentrée des classes, disons que ça devait accompagner la rentrée des classes des élèves, quoi. Ça c'est pas sympa ça. Mais c'est pas motivant ça. Donc vraiment assez tôt dans la partie fin de l'année, quoi, on va dire. Ouais. Mais du coup, bon ça on verra. Je pense pas que ça se fera. En tout cas, il y a clairement pas de retard massif de production pour l'instant, malgré ce qu'on pourrait croire. La production est en train de repartir en Chine, donc Phil Spencer, qui était le patron de Xbox, est très confiant là-dessus, même s'il dit qu'au jour le jour, tout peut évoluer. En ce moment, personne n'est capable de faire vraiment des plans à 8 mois. Déjà, on n'est pas capable de faire des plans à 10 jours, donc... c'est ça. Donc c'est compliqué de faire des plans à 8 mois. Toi-même, tu sais... Oh là là, je vois tout à fait de quoi tu veux parler. Moi, je fais pas de plan à plus de 2 jours. Donc, mais en l'état actuel des choses, on est capable de dire qu'a priori, il n'y a pas de retard, en tout cas sur le hardware. Le problème, ça va être le software qui est créé plutôt en Occident et qui a été un peu en retard à la détente sur la réaction à l'épidémie, en particulier au pays de Phil Spencer qui a un peu du mal à réagir. Mais ça, c'est ouais, mais ça, c'est un grand monsieur roux, ça, qui a fait le con. C'est ça. Enfin, comme d'habitude. C'est un problème entre eux et leur président. Bref, en tout cas, donc pas de retard pour l'instant, et on devrait même en entendre parler bientôt. Je sais pas si... Est-ce que tu crois que le 6, Phil Spencer va faire un petit communiqué aussi? Ou pas quand même? C'est quand même 2 mondes différents. Alors, peut-être pas le 6, mais à mon avis, il faudra pas attendre très longtemps, car, vois-tu, il y a... Le 7. Le 7, Microsoft a déjà annoncé qu'il y aurait un événement... alors, en fait, il y a eu le reveal de Assassin's Creed, du prochain Assassin's Creed, qui est... Dans le Valhalla. Dans le Valhalla, exactement, qui est pas en exclusivité, mais qui a un deal marketing avec Microsoft. Donc, il y a des logos Xbox partout qui se baladent. Et même, on peut déjà dès maintenant le dire, c'est une news. Le jeu sera Smart Delivery, donc c'est-à-dire que si vous achetez la version Xbox One, vous aurez gratuitement la version Xbox Series X quand vous changerez de console. Ou même l'inverse, si vous avez les 2 consoles, par exemple, vous achetez la version Xbox Series X, vous pouvez télécharger la version Xbox One. Dans les 2 sens, ça marche. Donc ça c'est un premier truc. Deuxième truc, pour l'instant Assassin's Creed ils ont révélé que une sorte d'univers en scène cinématique, etc. Le gameplay, le jeu tournera vraiment que le 7 mai lors d'un événement organisé par Microsoft, un Inside Xbox très spécial où ils vont dévoiler du gameplay de plusieurs jeux développés exclusivement par des autres éditeurs que eux-mêmes, c'est-à-dire tout ce qui est Activision, Ubisoft, Electronic Arts et compagnie, Cyberpunk et compagnie.
présenteront leur gameplay. A priori, il n'y aura aucun jeu aucun jeu Microsoft à cet événement. Les Xbox Game Studios travaillent sur des jeux, mais eux, ils auraient le droit à un événement plus tard, pendant l'été. Du coup, ce sera un événement qui sera complètement dédié. Je me demande si ce choix se fait pas justement en espoir qu'ils pourront déconfiner d'ici le milieu de l'été et faire une conférence un petit peu plus costaud. Grandiloquente, voilà. ouais, en mettre plein les yeux et nous faire avoir des paillettes. Et faire une vraie conférence. Je ne sais pas sur ce qu'il en sera. En tout cas, voilà, faudra attendre l'été pour vraiment découvrir Halo et compagnie. A priori, ce sera surtout des jeux éditeurs tiers la semaine prochaine, mais on va enfin voir des jeux next-gen tournés. On va enfin voir des jeux, quoi. Donc il était temps, c'est cool. Bah oui. Microsoft continue d'avoir le lead sur la communication. Enfin, Sony est un petit peu dans les choux en ce moment. Et n'annoncent rien de leur côté, donc ils en profitent, ils n'arrêtent pas de communiquer. Et j'en profite pour dire que le 7 mai, c'est double date pour la Xbox, parce qu'il y a le Inside Xbox. Il y a d'autres choses qui sont en préparation dont on pourra parler, mais il y a surtout Red Dead Redemption 2 qui sort dans Xbox Game Pass quand même le même jour. C'est ça. Donc... Et il y a aussi une annonce matérielle, non, qui est prévue. Alors lui, il est en préparation, mais je suis pas sûr qu'il sera annoncé jeudi prochain. D'accord. Comme Microsoft pour l'instant parle que de présenter des jeux, je ne sais même pas s'il y aura du hardware jeudi prochain, mais je peux quand même dire que normalement, très bientôt, on devrait avoir la low-cart, la fameuse nouvelle Xbox moins chère qu'on utilise depuis si longtemps. Elle est toujours en préparation, donc elle devrait bien être dévoilée un jour ou l'autre. A priori, c'était prévu pour l'événement de mai, qui est l'événement donc, de la semaine prochaine. Mais là, la façon dont ils utilisent l'événement, ils parlent que de jeux, donc je sais pas s'ils veulent en faire une surprise ou s'ils ils veulent vraiment pas l'annoncer. Ou alors ce sera l'événement Surface parce que c'est du hardware, j'en sais rien. Mais ouais. Wait and see, je sais pas. Ce serait bien qu'ils l'annoncent un jour. Bah oui, ça serait bien qu'il l'annonce. Alors moi, je t'ai écouté dans d'autres podcasts, Cassim, et il y a une fois où tu as dit que la low-cart avait son lecteur Blu-ray. Mais non, elle n'a pas son lecteur Blu-ray, on est bien d'accord. A priori. Je me suis peut-être trompé, mais oui, elle est censée pas avoir de lecteur Blu-ray. Non, mais parce peut-être fourché. Voilà, c'est ça. Mais t'ayant réentendu il y a pas longtemps en courant, je me suis dit, il faut que je lui demande au prochain enregistrement. Non, il n'y aurait pas de. Ça permet. C'est un des éléments majeurs qui permettrait de baisser le prix de la console, on vire le lecteur Blu-ray. Et ce qui la rendrait moins intéressante pour certains. Mais beaucoup plus Enfin, j'imagine que le but serait quand même de te proposer un tarif très agressif. Ben ouais, mais si je peux pas répondre à un tarif très agressif comme ça en un coup, il y aurait pas moyen que Microsoft me fasse une sorte d'abonnement ou quelque chose comme ça, parce que finalement, si j'ai pas envie de lâcher 500-600 euros comme ça, mais que j'ai envie de quand même garder ma console, il y a pas moyen d'avoir une location avec option d'achat, quelque chose comme ça? Ouais, un petit crédit peut-être. Oui, je sais pas. Fait. Il y a, je pense que tu veux parler du Xbox All Access qui existe déjà aux États-Unis dans quelques pays. Comment tu le sais? Parce que j'ai le document sous les yeux. Oups. Et donc cet abonnement qui est déjà disponible aux États-Unis, au Canada et compagnie, effectivement, et qui n'est pas en France, il arriverait en France. En tout cas, c'est quand même Ina Gilbert, donc la patronne de Xbox France, qui l'annonce. Sur Twitter, ils disent qu'ils y travaillent, mais qu'avec le confinement, ils ont un peu du mal parce que ça demande des partenaires de financement et compagnie. Donc, ça se comprend. Donc c'est assez complexe à mettre en place. Mais quand même, rappelons le principe, tu l'as un peu évoqué. C'est l'idée qu'au lieu de payer 300-500 euros sa nouvelle console, vous repartez en payant 0 euros. Oui, madame, monsieur, incroyable. Avec un crédit. Pierre Bellemare sort de ce corps, s'il te plaît. 0%. Non, alors l'idée c'est de payer sur 24 mois comme ce qui a été un peu ce qui a été popularisé avec les smartphones. Alors c'est pas une location avec option d'achat, c'est vraiment l'idée. C'est vraiment un achat avec abonnement, avec engagement. Donc ils ont 24 mois d'engagement, tu payes, c'est strictement 0%, il n'y a ni bénéfice ni prix de crédit. C'est strictement le prix de la console divisé par 24 plus 24 mois de Xbox Game Pass. T'additionnes les deux et ça fait le prix mensuel, c'est tout con, la formule elle est simple. Et donc ça permet en fait de repartir en payant 30 euros par mois. Tu sais que t'as déjà ta console et en plus t'as tes jeux tous les mois puisque t'as le Game Pass Ultimate. T'as vraiment tous tes jeux tous les mois qui arrivent, tous les jeux du game, en plus maintenant des Xbox Game Studio.
Et je pense que c'est un argument, alors déjà très fort pour ceux qui peuvent pas se payer et qui sont intéressés par le Game Pass et qui veulent payer en plusieurs fois. Et c'est un autre argument très fort, je pense, pour les familles, moi, je pense, notamment avec la Xbox Lockhart éventuellement, parce qu'il y a cet argument de pouvoir dire, par rapport à tes enfants, bah voilà, je t'accorde, maintenant ton budget jeu vidéo du mois, c'est les 20 euros, justement, c'est, bah, je t'achète la console plus le Game Pass, et tu règles le contrôle parental par rapport à l'âge de tes enfants, et ils ont accès, comme ils veulent, aux jeux qui correspondent à leur âge dans le Game Pass, et il y a quand même pas mal de variétés, et ils peuvent aller télécharger, jouer tranquillement. En plus, avec Family Safety de Microsoft 365, tu peux dire t'as le droit de jouer que 10 heures par semaine ou un truc comme ça, et ça tout ça se gère automatiquement. Et là, je trouve l'enfant apprend en plus à gérer son temps, donc c'est quand même, il y a un côté, si les parents le gèrent, enfin le règle à la base, ouais, c'est utile. Et je trouve du coup il y a quand même cet écosystème Microsoft qui commence vraiment à prendre forme, et commence vraiment à devenir plaisant, quoi. C'est-à-dire que tu as vraiment 3 services qui fonctionnent ensemble et tu peux commencer à vraiment régler les choses. Donc je sais pas ce que tu en penses du coup, toi en tant que parent du coup, mais... Ben, moi déjà j'ai le contrôle parental là, donc les enfants sont obligés d'utiliser leur compte Microsoft actuellement. Donc j'ai défini entre telle heure et telle heure ils peuvent jouer, ils ont un budget 1h30. Non, il n'y a pas le budget, non, ça ils sont obligés de passer par les parents. Mais ils ont un temps limité chaque jour. Là tu peux pas limiter à la semaine pour l'instant, mais tu peux limiter à la journée. Chaque jour tu peux dire tu as droit à demi-heure, je crois tu peux régler à la demi-heure près. Et sinon ensuite les enfants font une demande pour demander du temps supplémentaire, que tu accordes ou non. Donc déjà il y a ça, mais le côté à la semaine, pour les plus grands, ça peut être bien pour leur dire voilà, tu vas avoir tes 10 heures d'écran, tu vas avoir tes 10 heures de console, et après tu te débrouilles. Voilà, t'es libre, t'apprends à gérer ton temps, et tu me demandes rien. Mais bon, au début, je pense que ça va clasher, mais bon, voilà, le gamin aussi, il faut qu'il apprenne ensuite à régler et son budget et son temps. Et je trouve que le Game Pass peut être une bonne solution pour permettre pour les familles vraiment très grand public, de pas avoir le jeu, plutôt qu'à l'époque le dire peut-être un jeu par mois ou je sais pas un jeu tous les quelques mois à acheter, d'avoir ce Game Pass, voilà, ça peut être une bonne solution, je trouve. En tout cas, ils travaillent dessus, et je pense que ça peut, et surtout face à Sony qui a pas du tout ce genre d'offre, ça peut être un argument assez massue si tu peux repartir pour 30 € par mois avec ta Xbox ou 40 € par mois avec ta Xbox Series X face à et ton Game Pass. Ouais. Et ton Game Pass face à une PS5 à 500 balles, quoi, ça peut être quand même assez fort. C'est ça, je suis complètement d'accord. Puis là, tu repars avec la grosse console, tu repars pas normalement avec la Lockhart. La Xbox All Access, il y a des forfaits pour chaque console. Oui, t'as des paliers, ouais. Par exemple, imaginez que la Lockhart serait à 20 € par mois, 40 € par mois pour la série X. Donc, mais je trouve que l'argument est encore plus fort pour la série X, effectivement. Le prix étant plus fort, forcément, c'est plus intéressant de la mensualiser. C'est ça. Et voilà, donc je pense que déjà sur la Xbox, on a fait un bon tour, Cassim, là. Voilà. Sur le hardware, en tout cas, on a fait un bon tour. Je pense qu'on peut peut-être partir un peu dans les nuages. Oui, oh là, quelle transition de roi que tu nous fais. Oui, donc le xCloud arrive en France pour quelques-uns, et c'est ce que tu nous montrais tout à l'heure. Oui, tout à fait, à l'écran, voilà. Alors, quelques-uns, en fait, j'ai l'impression quand même que les inscriptions sont assez larges. J'ai l'impression que là, j'ai vu pas mal de personnes dire « je me suis inscrit en quelques heures, j'ai reçu le mail ». Donc, vous pouvez vous inscrire en France, il y a un site, Microsoft a mis en place un site pour vous inscrire au xCloud Preview. Alors c'est disponible que sur Android pour l'instant en France. Il y a une version sur iOS dans d'autres pays, mais qui n'inclut qu'un jeu. La plus intéressante, c'est sur Android. Et donc vous avez, voilà, là j'ai l'application. Et en fait, vous allez vous connecter avec votre compte Microsoft et vous avez directement accès à une liste de jeux. Vous n'avez plus qu'à cliquer. Là, je vais cliquer par exemple sur Bloodstained Ritual of the Night, je ne connais pas. Je vais pouvoir faire jouer. Bon, là, il me dit que j'ai pas de manette, mais je fais continuer quand même. Et effet démo, on va voir si ça marche ou pas. Mais voilà, vous avez un écran de transition qui vous dit je suis en train de charger le jeu. Et normalement, au bout de quelques secondes, il va me lancer le jeu. Alors, il faut rappeler quand même que tu as la fibre. Oui, j'ai la fibre. Et ça marche plutôt pas mal. Voilà. Et moi, j'ai une manette qui fonctionne en Bluetooth. Oui, t'as pas une manette Elite 2 par exemple? Par exemple, qui fonctionne en Bluetooth. C'est ma seule manette Xbox qui fonctionne en Bluetooth. Parce que figure-toi que j'ai une vieille Xbox One. Ah oui, donc t'as l'autre protocole. Voilà. D'accord. Aucune manette compatible si ce n'est celle-là.
Alors, il y a toujours écrit préparation de votre jeu, effet de démo. On verra si d'ici la fin de l'émission, le jeu a été lancé. Alors, ça serait bien parce qu'on arrive au bout. Je rappellerai quand même que donc pour l'instant, tant que c'est en preview, tout est gratuit. On n'a toujours pas le modèle économique du jeu connecté. Voilà. Donc c'est bon, il est en train de lancer le jeu. Là, ça y est, on voit l'écran d'affichage, le menu principal, tout ça. Donc je rappellerai qu'ils n'ont toujours pas annoncé de modèle économique ni rien autour de xCloud. On ne sait pas exactement. Il y a une phrase qui est un peu nébuleuse qui a été publiée aujourd'hui par Microsoft où ils expliquent que ça arrivera dans l'année dans le Game Pass, mais on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Je rappellerai que donc les jeux sont gratuits, mais à terme les jeux qu'on a achetés par exemple sur le Xbox Store devraient être jouables. Et voilà, c'est un fonctionnement en streaming. Après, c'est somme toute assez classique. Et le dernier élément que je voulais mentionner, c'est le fait que vos sauvegardes sont évidemment synchronisées, car Xbox synchronise toutes vos sauvegardes dans le cloud. Donc c'est quand même assez pratique ça de pouvoir passer d'un appareil à l'autre. Par exemple, j'avais testé Gears et j'ai immédiatement le Gears 5 a rechargé ma sauvegarde. Alors que j'ai joué sur PC, sur Xbox et sur xCloud. Là, on voit vraiment encore une fois cet écosystème qui prend forme. Je trouve vraiment ça super, mais je me dis, à part pour les gens, par exemple, tu es en déplacement, je sais pas, tu vas passer 3 jours à l'hôtel parce que tu es en déplacement professionnel, ok, tu vas jouer à ton xCloud, mais le reste du temps, quand est-ce que tu t'en sers? Je sais pas, c'est une très bonne question. Moi, si je dois être honnête sur le cloud gaming, moi sur smartphone, j'y crois peu. Enfin, je trouve ça c'est cool pour l'effet démo, mais moi, le vrai intérêt, le truc qui me vend le cloud, c'est sur PC et sur télé. C'est le fait d'avoir une Surface Go par exemple et que ça suffise à faire tourner Gears 5 tout à fond parce que tu le fais tourner depuis le cloud. Vrai. Là, ça me parle. Et depuis n'importe quelle télé connectée, n'importe quel box opérateur, n'importe quel Apple TV, Shield et compagnie, de pouvoir juste avoir l'application Xbox et de pouvoir streamer. Là, ça me parle aussi. Tu n'aurais pas besoin de Xbox. Ce serait assez puissant. Mais l'usage sur smartphone, là, je suis moins convaincu. Mais Microsoft te répondrait par contre, si tu aurais une réponse à ta question, que xCloud, d'après pas mal de gens qui ont commencé à le tester, ça permet de jouer facilement en multi, en coop, à des jeux qui gèrent pas forcément le coop local, des fois qui gèrent que le coop en multi. Et en fait, tu as une personne qui est sur son smartphone dans le salon avec la manette, quoi, et une personne qui est sur la télé. Et vous jouez ensemble en ligne, mais côte à côte, pour avoir vraiment cet usage de joueur. Ce genre de choses. Bon, voilà. Autant ramener soit ta Surface Go 2, soit ton Surface Book 3 pour jouer côte à côte dans de meilleures conditions que sur ton petit écran de smartphone. Mais bon, après, ça c'est... Ça c'est en fonction de ce que les gens peuvent faire chez eux. Tout à fait. Bon, Cassim, je crois que tu as une dernière petite chose à rajouter. Qu'on avait peut-être oublié de mettre dans le document, mais qui est super importante. Dis-nous tout. Alors, il y a eu les résultats de Microsoft là, hier, mais on va pas parler finance et tout ça. En gros, ils vont très bien, on s'en fout. Ce qui est intéressant, comme d'habitude. Non, mais l'argent, enfin les actions, enfin sauf si vous êtes actionnaire, a priori, c'est pas forcément super intéressant. Christophe avec son action Microsoft. Ce que je trouve beaucoup plus intéressant en termes de résultats, toujours un peu financiers, mais c'est Microsoft qui a pour la première fois communiqué sur l'abonnement Xbox Game Pass pour annoncer que l'abonnement avait atteint les 10 millions d'abonnés. Donc ils ont 10 millions d'abonnés à leur service Xbox Game Pass, donc ce qui est très impressionnant. Ils n'avaient jamais communiqué de chiffres jusqu'à présent, ils ne connaissent plus aucun chiffre de vente ni rien par ailleurs sur Xbox, donc c'est vraiment signe que déjà ils se sentent assez confiants. Et puis à titre de comparaison, Sony avec son abonnement, lui c'est le PlayStation Now qui est pas tout à fait équivalent, mais c'est leur abonnement à eux. N'est qu'à 1 million d'abonnés. Alors c'était en octobre dernier, mais ça m'étonnerait qu'ils aient gagné 9 millions en 3 mois. Oui. Donc ils étaient à 1 million d'abonnés. EA Access, qui est un autre type d'abonnement, est dans les mêmes eaux. Donc Microsoft a une large avance sur la concurrence, alors même qu'on parle d'un service qui est lancé sur une console qui n'a pas forcément très bien marché, qui est certes disponible sur PC, mais qu'en bêta pour le moment. Enfin bref, la machine marketing n'est pas totalement mise en place pour le Game Pass et compagnie, donc je pense que je trouve que c'est quand même très impressionnant d'avoir déjà 10 millions d'abonnés, quoi. Enfin, ça veut dire qu'il y a quand même... Tu m'étonnes. Potentiellement, bon, on sait que c'est pas vraiment, mais potentiellement, il y a quand même 10 millions fois $10 qui partent chez Microsoft chaque mois, juste avec le Game Pass, quoi. C'est ça. Après, il faut quand même qu'ils payent les éditeurs qui mettent leurs jeux sur les serveurs du Game Pass, donc c'est Bien pas... sûr.
Voilà. Mais on comprend Mais pourquoi, moi- on comprend pourquoi Phil Spencer avait déjà dit qu'ils étaient rentables sur le Game Pass. Là, on commence à comprendre pourquoi. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais moi, j'aimerais bien avoir des chiffres sur comment sont répartis les revenus des éditeurs par rapport au Game Pass. Est-ce que c'est par rapport à ce que tu représentes, tu signes ton contrat et puis tu vas toucher tant tous les mois, ou est-ce que c'est par rapport aux jeux qui sont joués? Parce que je suis sûr qu'ils ont des stats pour dire que Gears 5, par exemple, ça représente 17,3% du temps de jeu. Donc Gears 5, le studio récupère 17,3% de la partie éditeur du Game Pass. T'as raison, ça c'est les deux Voilà. modèles, c'est un peu les deux scénarios typiques. Mm. Et le problème c'est que le scénario dont tu parles, le deuxième, là où c'est en fonction en gros du temps de jeu des joueurs, il est très toxique parce que c'est un peu ce que Spotify ou d'autres proposent, mais il est très toxique oui. dans le jeu vidéo parce que ça pousserait les développeurs à essayer de faire des jeux, par exemple, anormalement longs pour rien ou des choses comme ça. Enfin, ça pourrait créer des dérives en tout cas. Et donc je suis ravi de t'apprendre que c'est pas le modèle économique du Xbox Game Pass. Ouf. Et que non, mais en vrai, il est vraiment vertueux et que les développeurs sont pour le moment assez contents tant que Microsoft change pas de fusil d'épaule. Il est très vertueux. En fait, Microsoft sort un chèque à chaque fois. En gros, il t'offre tant de milliers d'euros pour que le jeu soit disponible dans le Game Pass pendant tant de mois. Donc par exemple, la Red Dead Redemption, il arrive la fin du mois, enfin de la semaine prochaine. Le 7 mai. Peut-être qu'il arrive que pour 3 ou 6 mois, on ne sait pas. D'ailleurs, GTA 5 sort le 7 mai du Game Pass. Ça veut dire que Microsoft a signé un chèque de X dollars à Rockstar pour avoir le jeu pendant 6 mois dans son abonnement. Donc ça veut dire des très bonnes choses, notamment pour les développeurs indépendants, parce que ça veut dire que d'un coup, ils touchent un cash important qui leur permet d'assurer le lancement de leur jeu, de potentiellement financer le jeu suivant, en fait. C'est vraiment un modèle économique qui est très positif pour l'instant, côté développeur et éditeur, quoi. D'accord. Et donc, c'est juste cette partie, voilà, quand le jeu arrive, bam, il y a le chèque qui tombe. Ça. Il n'y a pas de pourcentage sur la réussite du jeu. Non, a priori, a priori, non, pas du tout. Il y a aucun, enfin voilà. Et d'ailleurs, Microsoft, leur but, c'est plutôt d'offrir quelque chose de varié. Enfin, ils misent plutôt sur la variété de la ligne éditoriale, d'avoir tous les genres proposés, représentés, que d'essayer que tout le monde joue à Gears, par exemple, plutôt que de jouer à d'autres jeux, quoi. D'accord, super. Merci beaucoup, Cassim. Bon, Florian, avant que tu ne t'endormes, on va passer à la conclusion de cet épisode 181. Qu'est-ce que tu retiens, Florian, de cet épisode, tiens? Oh, c'était long. Oh là là. Dit celui qui a passé sa journée à travailler, évidemment. Non, mais ce que je retiens, c'est que vous trouvez que le WSS, c'est pas intéressant. Mais c'est pas intéressant pour tout le monde, Non, pas pour tout le monde. Non, mais je pense que bon, on avance. Hein. D'accord. Ok, Cassim, toi. D'accord. Cassim, ton info du jour, toi, alors, enfin, ton info de l'épisode. Ah c'est clairement que j'ai hâte d'être la semaine prochaine pour avoir le gameplay sur la Xbox Series X, là, jeudi prochain. Puis en plus, ce sera à 17h, je le précise. Et du coup, nous, le soir même, on pourra en parler, quoi. Donc ça va être très cool. C'est ça. C'est ça, on sera quasiment en direct. Moi, pour ma part, non, ça sera plutôt de l'annonce. Alors, j'aurais bien aimé avoir un show de Panos Panay quand même le 6 mai. Et puis le petit One More Thing, là, le petit truc en plus qu'il aurait pu nous montrer. J'aimerais bien voir ça. Enfin bon, je prendrai les nouveautés matérielles tant que c'est pas que juste du refresh hardware. Ça sera sympa. Allez, en tout cas, merci de nous avoir retrouvés pour cet épisode 181. Merci beaucoup Cassim et Florian d'avoir été là. J'espère qu'on aura moins de problèmes de vidéo au prochain épisode, que Teams sera un petit peu moins saturé. Portez-vous bien, rendez-vous dans une semaine pour un épisode quand même consacré quasiment exclusivement, on peut le dire dès aujourd'hui, à Surface et à Xbox. D'accord Florian, tu t'es prêt là? Il y aura une moitié Xbox, hein. Tu comprends pas là. Allez, on y arrivera. Bon, on va y arriver. Oui, on y arrivera. Et puis, n'hésitez pas à partager cet épisode sur les différents réseaux. Allez, portez-vous bien, à bientôt. Salut. Salut.
juste, il n'y a rien qui marche, hein, je contrôle plus rien dans le Teams non plus. Hein. Je me demande si ça enregistre encore. J'ai eu une erreur tout à l'heure, comme quoi le live meeting était en bloqué. Et là, aucun contrôle fonctionne pour moi non plus. Hein. D'accord. Bon, bah écoute, on verra bien si on est dans la mouise ou pas. En tout cas, on aura l'enregistrement audio. Donc, on verra bien si vous arrivez c'est Cassim à qui nous coince en live jusqu'au bout, là. On peut plus changer personne. Voilà. J'ai pris le contrôle. Cassim, c'est tu as pris le contrôle. Ouais, sachant que Florian, je le vois flou. Oui, moi je me vois flou aussi depuis tout à l'heure. Donc bon, c'est vraiment... Tout est pété. Il est dans la c'est sauna. quand moi je me vois net. Il est dans la sauna.